Pour terminer en beauté cette saison de Home Cinéma, je reçois le réalisateur Cédric Klapisch. Salut Cédric. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Enchanté, bienvenue. Merci. En avril, Cédric Klapisch mettait en scène un envoûtant ballet virtuel avec les danseurs de l'Opéra de Paris, l'un des plus beaux messages de soutien à ceux et celles qui luttent contre la pandémie et diffusés sur les réseaux sociaux. Photographe d'une époque, comme il aime se définir, Cédric Klapisch est l'auteur du Péril jeune, d'un air de famille et surtout de la trilogie L'Auberge espagnole, devenue culte pour toute une génération. 13 longs métrages pour un réalisateur dénicheur de talent. On lui doit la découverte de Romain Duris, Vincent Elbaz ou encore Marine Vax et la confirmation de Cécile de France ou encore d'Audrey Tautou. Rencontre avec l'un des réalisateurs français les plus populaires. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour, vraiment enchanté de vous rencontrer, enchanté de vous avoir dans cette émission pour votre nouveau film, le 13e long métrage. 13e film, ouais. 13e long métrage, 2 mois, avec François Civil et Anna Girardot. Bonjour. J'ai un problème de sommeil. J'ai un problème de sommeil en ce moment. Je dors tout le temps. Je dors pas bien du tout. Comment vous êtes arrivé à penser à un film comme ça? En fait, je dis toujours qu'un film, c'est une somme de désirs. Donc c'est un désir d'acteur, parce que j'avais envie de retravailler avec François Civil et Anna Girardot, avec qui je venais de faire mon dernier long métrage, Ce qui nous lie. Ouais. J'avais très envie de retravailler avec eux. J'avais envie de refaire un film sur Paris, parce que c'est la 3e fois que je filme ma ville, de façon plus précise, puisqu'il y a eu Chacun cherche son chat il y a 24 ans. Et Paris, sans doute, autour d'il y a 15 ans, un truc comme ça. Et c'est vrai que entre-temps, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait la trilogie, L'Auberge espagnole, Les poupées russes, Casse-tête chinois, donc à New York. Le dernier film, c'était en Bourgogne. Et donc, c'est vrai que j'avais envie de revenir dans ma ville, quoi, et de filmer ma ville. La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur. D'accord. C'est une question. Vous vous dites que c'était une vraie rencontre? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre? Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro? Une dépression? Peut-être. Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment mais rien à dire. Il a pas parlé pendant 1 heure. Ah, si, à un moment donné, il m'a dit... J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi. Il y avait envie de faire le portrait de notre époque. Je me suis dit, finalement, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses liées à Internet et aux réseaux sociaux, qui font que dans notre quotidien, on a tous un téléphone portable, on a tous Internet, et ça change vraiment le rapport aux autres. Et donc la ville, elle change aussi. Paris, ça a beaucoup changé à cause de ça. Télécharger une photo. Oh là, gueule de con. C'est bizarre quand il n'y a qu'une photo. On voit pas la tête, elle est dans l'ombre. Ouais. Tu vois, par exemple, là, on voit pas son visage. Donc c'est qu'il y a un truc louche. Ah, immonde! Ah, lui, il fait peur, mais alors vraiment peur dans le sens, je pars en courant. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous a amené à faire du cinéma? Je pense qu'au départ, c'était les images. C'était le fait que je ne savais pas si j'allais devenir photographe ou réalisateur. J'aimais beaucoup la photographie. Je vais commencer à faire de la photo. Encore. J'en fais encore. Mais j'ai commencé vers 12-13 ans. Et donc, il y avait vraiment un goût de fabriquer des images. Et après, quand j'ai commencé à faire des études de cinéma, je me suis rendu compte que la narration, finalement, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi. C'est-à-dire tout ce qui est lié au récit, quoi, le fait de raconter des histoires. Chacun doit avoir la conscience aiguë qu'un groupe est toujours plus fort que la somme des éléments qui le composent. Au départ, j'ai vraiment démarré avec rien du tout, qu'il y avait plus de 20 personnes, il n'y avait pas de héros, quoi. Il y avait 20 personnages principaux. Je me référais beaucoup à Robert Altman, par exemple, ce qu'il a fait dans Nashville. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, oui, moi j'aimais beaucoup. Quoi, de Nashville, c'est ça? Nashville, MASH, Shortcuts. Donc tous ces films-là, ça m'avait beaucoup marqué sur le portrait d'un groupe. Et le fait de dire c'est pas un groupe de gens, c'est des individus et que chacun a des parcours, des façons d'être et de vivre différentes. Maintenant, les gens se connaissent. Avant, c'était un bazar compliqué. Moi, j'ai dit halte là, les choses sont simples. Dans une grande entreprise comme la nôtre, on ne peut plus agir sans esprit de corps, sans souci de communication. Je voulais revenir au Péril jeune, qui est votre 2e long métrage. Alors, au départ, c'est pas un film qui était fait pour le grand écran. C'est un film collection Arte, la 7 à l'époque. Ouais. Pierre Chevalier, mythique homme de télévision qui vous a débauché, comme d'autres, d'ailleurs toute une génération de metteurs en scène. Il y a toute
votre arrivée sur le projet, mais il y a aussi ce qui s'est passé. C'est quand même un miracle. Même si c'est mon deuxième film, c'est mon point de départ, en fait. Ça n'a pas démarré avec rien du tout, ça a démarré avec Le Péril jeune. D'une part, il y a la rencontre avec Romain Duris, il y a la rencontre avec Bruno Lévy, qui était à l'époque le directeur de casting et qui est devenu mon producteur aujourd'hui. Il y a la rencontre de plein d'acteurs, Vincent Elbaz, Élodie Boucher, Hélène de Fougerolles, tous les autres acteurs du film. Ce film a un destin bizarre parce qu'effectivement, c'était fait pour être un téléfilm, donc il passe une soirée sur Arte. C'était peut-être la deuxième année d'existence d'Arte. Et des gens le voient, c'est pris dans un festival à Champs-Rousse. Il gagne le prix du meilleur film d'humour à Champs-Rousse. Des gens de Gaumont le voient pendant ce festival et décident de le sortir au cinéma 1 an plus tard. Et donc du coup, 1 an plus tard, il sort, il fait plutôt pas mal d'entrées, mais au fond, le vrai succès du Péril jeune, c'est la vidéo qui sort donc, quelques années après la sortie du cinéma, et où beaucoup de gens le voient des milliers de fois. Il y a vraiment une espèce de phénomène de film culte, quoi. Et alors, ces demoiselles, là, qu'est-ce que je leur sers? Faudra peut-être penser à renouveler les consommations. Un café avec 5 pailles, madame. Fais le malin, toi, tout le monde consomme ici. Vous voulez pas sucer mon pote pendant que je vous encule? Oh nom de Dieu! Eh, vous refoutez les pieds ici, je vous mets 5 petites têtes de pélé, moi, c'est compris? Romain Duris, il n'avait jamais joué, donc il n'est pas acteur, quoi. Il voulait même pas être acteur. Il se trouve que quand il est dans les scènes, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe. C'est à la fois quelqu'un qu'il faut accompagner beaucoup, parce qu'il connaît rien. Je vois qu'il est meilleur quand il y a Vincent Elbaz à côté, que du coup, au fur et à mesure des journées, il commence à être de plus en plus à l'aise. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et puis pareil avec les autres acteurs. Il y avait un truc qui était très beau dans Le Péril jeune, c'est que d'habitude, moi, on m'avait dit à l'époque, il faut jamais montrer les rushs aux acteurs. Et nous, on regardait les rushs ensemble. Et donc, il y avait une espèce de truc où ils avaient tous maximum 19 ans. Ouais. Et ils regardaient, donc on regardait, on était 30 à regarder des rushs. Et c'était une ambiance de colonie de vacances, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils considéraient pas que c'était du travail. Donc nous, on les mettait dans une situation de travail, mais eux, c'était juste s'amuser, quoi. Des cons, il y avait Saint-Étienne-Liverpool à la télé, c'était génial. Allez, les Verts, allez, les Verts, allez, Liverpool. Qu'est-ce que je viens de dire, Chabert? 14%, monsieur. Ouais. Mais la qualité du casting que vous avez fait depuis le début d'ailleurs, est-ce que c'est avec votre partenaire d'aujourd'hui, Bruno Lévy? Parce que donc Bruno Lévy était directeur de casting. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une alchimie là qui se passe entre vous et Bruno Lévy? Je pense que tous les deux, on a un regard sur les gens, entre guillemets, qui n'existent pas encore auprès du public. Et du coup, on a réagi plusieurs fois. Vincent Elbaz, il rentre dans la pièce, il nous dit bonjour, on se regarde avec Bruno et on sait que c'est lui, quoi. Il nous a dit bonjour, juste. Et donc c'est un peu bizarre, c'est compliqué à expliquer. Même chose avec Kelly Reilly, même chose avec Marine Vact longtemps plus tard. Oui, avec qui vous avez fait tourner bien avant François Ozon dans Jeune et Jolie. Ouais. Contrairement à ce que lui dit. Oui. Mais donc oui, on aime bien découvrir des acteurs, on aime bien... et je pense que... Mais on sent votre amour des comédiens, et des jeunes comédiens. On sent vraiment un amour, on sent presque une filiation, un regard très tendre et très juste. Certainement, avec Romain Duris, il y a eu ça, c'est-à-dire que on le fait venir au casting, déjà il voulait pas, c'était les copains de son lycée qui lui disent « si, vas-y, c'est dommage ». Il va au casting, il dit « non, mais moi je dois travailler dans une pizzeria, donc je suis pas sûr de pouvoir cet été ». Et donc on lui dit « mais tu peux pas dire non » et tout ça, on l'oblige presque à faire le film. T'avais pas envie, hein? Bah, parce que déjà je bosse en juin, alors si en plus je bosse en août. Tu bosses en juin où? Bah, ou à Pizza France, ou alors chez une meuf prête à porter, je sais pas quoi. Moi j'ai les cartons. Il le fait, il adore ça. Et je pense que c'est vrai que le fait d'être autant... Parce que nous, on le positive, quoi. On le dit, voilà, il y a 100 personnes qu'on a vues et t'es le seul qu'on veut, quoi. Et du coup, je pense qu'ils sont portés. Donc, je parle de Romain, mais ouais, ils sont regardés, ils sont aimés. Donc, du coup, il y a quelque chose qui fait qu'on les a aidés à s'élever, quoi. On se fait virer des cafés, on n'a jamais un rond, on sèche les 3/4 des cours. On n'aura jamais le bac. Et j'aimerais bien voir la gueule qu'on aura tous dans 10 ans. Ouais, c'est vrai, tous des chômeurs. Non, moi dans 5 ans, je nous vois bien offrir un petit resto. Ah ouais. Alain à la cuisine. Non. Toi, Bruno, je te vois à la guitare dans un petit coin. Léon,
à la caisse, Momo en salle. Dans Chacun cherche son chat, ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont pas acteurs et où, pareil, Madame René, qui n'a pas le même âge, qui a disparu il y a quelques temps, qui a disparu il y a quelques mois et qui est morte à 100 ans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Madame René? Qu'est-ce que vous voulez, Madame René? Non, c'est parce que j'ai un petit chat et je cherche quelqu'un pour le garder. C'est moi, Madame René, entrez. Et dans Chacun cherche son chat, elle a 77 ans et elle a le rôle principal du film, pratiquement, avec Garance Clavel. Donc je sais qu'auprès des financiers du film, quand on leur dit, voilà, c'est une femme qui n'a jamais joué, qui a 77 ans, ça fait peur. Nous, avec Bruno, on n'avait pas peur. On se disait, voilà, c'est des gens qu'il faut faire jouer. Alors, ça se passe bien? Ouf! Mollo, faut qu'ils s'habituent. Hein. On dit que c'est des animaux de compagnie. Mais entre eux, c'est pas pareil. C'est des timides entre eux. Qui ça? Les chats. Votre cinéma est fait de petites choses qui touchent parfois à des choses sensibles, qui nous touchent tous, qui touchent tout le monde, mais avec vraiment une tentation de stylisation, excusez-moi. Je pense principalement à Un air de famille, qui est un film étonnant, parce que c'est, je crois, le seul film où vous n'avez pas écrit le scénario. Ouais. Et qui est une merveille, qui est vraiment un film très très stylisé, très bien écrit, très très bien mis en scène. Je pense que ça c'est lié au fait que c'était une pièce de théâtre et que du coup, d'une part les acteurs, les acteurs qui étaient dans la pièce avaient joué pendant 9 mois cette pièce et donc du coup ils étaient habités, ils vivaient les mots et leurs personnages. Donc ça c'était impressionnant parce que c'est la seule fois où j'ai travaillé avec des acteurs qui connaissaient mieux leur texte que moi. C'était un texte que j'avais pas écrit, donc c'était écrit par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Et Arlette, elle est là-haut? Non, elle n'est pas là, Arlette, ça, figure-toi. Qu'est-ce qu'elle fout encore, ça? 8h moins le quart, ça continue. Et madame est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi? Pour bavasser avec sa copine, comme d'habitude. C'est beau l'amour quand même, hein? Quoi? C'est beau l'amour? Bah la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension. On a travaillé pendant 5 mois, je crois, avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri à transposer le texte. C'est pas complètement le même texte. Alors par contre, c'est un des rares films où c'est vraiment le texte écrit à la ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, moi en général, j'utilise des improvisations ou des petits changements au dernier moment, ou des choses que je réécris la veille. Là, c'est vraiment le texte écrit par Jean-Pierre et Agnès. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, ok, il faut que je fasse une mise en scène qui est extrêmement prévue, donc j'ai tout storyboardé. Je me suis beaucoup référé au cinéma japonais, étrangement, sur le placement des gens dans le cadre. Symétrique. Voilà, c'est ça, c'était très géométrique. Ouais. Les Asiatiques, d'une façon globale, ont moins de... Ouais, Ozu, par exemple, ou Kurosawa, ou tous les Asiatiques, parce que même les Chinois le font, les Coréens aujourd'hui. Ils n'ont pas de gêne à être stylisés au niveau de la géométrie dans l'espace. Et donc, du coup, les acteurs, tels qu'ils sont placés, si par exemple il y en a 3 qui sont placés, vont être placés face à nous. Et en France, sur un côté naturaliste ou réaliste, on va se dire non, ça va faire faux, donc je ne vais pas le faire. Là, je me suis dit, je vais préserver le côté théâtral qui existe, avec ce côté très placé, entre guillemets. Encore une laisse? Et non, c'est un collier, chérie. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Merci, mon chéri, merci. C'est un collier pour femme. Je vais le mettre tout de suite. Quand vous mettez en tête de faire Peut-être, qui est un film quand même, c'est l'antithèse du Père et le Jeune. C'est-à-dire que là, vous partez sur un film de science-fiction avec un décor incroyable, c'est un film difficile à financer. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti, vous vous êtes senti étriqué dans ce truc de production? C'était un film super compliqué à faire, j'ai mis 5-6 ans à le monter. J'ai fait Chacun cherche son chat et Un air de famille avant. Parce que j'arrivais pas à monter Peut-être, mais je voulais faire Peut-être. Je me rappelle les gens de France 2 à l'époque, ils me disaient on ne sait pas si vous saurez le faire. Ça m'avait super énervé. Donc, mais pourquoi Parce que c'était un film de science-fiction et que moi j'étais un réalisateur de films réalistes. Ouais, ça fait futur ça. Ouais, à mort. Ça fait futur à mort. Mais qu'est-ce qui fait le plus futur là? Donc il se disait, voilà, pour faire le portrait de gens dans la réalité, il sait le faire, mais faire un film plus anglo-saxon, plus hors réalité, surréaliste, on sait pas s'il saura le faire. Donc ça m'avait énervé, puis moi j'étais à un moment de ma vie où j'avais envie d'essayer des choses.
certainement, on l'a fait avec pas assez d'argent pour que je me sente à l'aise. Quand vous parliez de étriqué, oui, je me sentais étriqué parce que c'était un film. Oui, c'est un film d'une ambition. Un quand film même. Ambitieux. Il fallait créer un univers un peu comme dans Blade Runner. Alors en même temps, cet univers existe, mais il existe dans un truc un peu dans une économie en tout cas un peu pauvre. Donc ça donne un truc particulier qui va bien au film. D'ailleurs, moi j'aime bien ce qu'est ce film. Parce que, oui, le film est vraiment étonnant. Hein. Quand on le voit aujourd'hui, les gens ils me parlent de réchauffement climatique. Le mot n'existait pas à l'époque. On l'a tourné en 99 et à l'époque on parlait pas de réchauffement climatique. Donc c'était juste le fait de dire et s'il y avait plus d'électricité dans Paris, et si les dunes de sable, enfin voilà. Mais il y a un côté BD, vous êtes d'accord? Il y a un côté BD. C'est vraiment un côté BD assumé, avec un postulat quand même qui est assez remarquable. Jean-Paul Belmondo serait le fils de Romain Duris, c'est quand même assez étonnant. Oui. J'ai ton fils. Oui, attends, il y en a une, tu vois absolument. C'est ça l'idée du film, c'était Romain Duris qui a 25 ans, il veut pas d'enfant, sa copine elle veut un enfant, et il est transporté dans le futur, donc 70 ans plus tard, et il voit son fils qui a 70 ans, qui lui dit il faut que tu me fasses. Tu te souviens de moi? Madeleine ne fait pas chier, il peut pas te reconnaître, il t'a pas encore fait. Alors laisse-le arriver. Oui, c'est ma sœur. Ta fille, quoi. Vous êtes quand même un metteur en scène français, probablement un des plus connus, un des plus célébrés, le public vous adore, vous êtes un cinéaste populaire, et c'est rare. Dans le bon sens du terme, hein, je dis ça vraiment. Je comprends bien. Non, mais c'est vraiment. Vous êtes un cinéaste populaire, vous faites des millions d'entrées, et il y a toujours une sorte de hiatus avec la critique, en fait. À votre avis? En fait, je pense que je cherche à avoir ce côté hybride. C'est-à-dire que je suis ni un vrai réalisateur commercial, ni un vrai réalisateur auteur. Je suis pas celui qu'on prend à Cannes, disons. J'ai pas la carte Cannes. Non, mais vous pourriez l'avoir. Je l'ai pas eu en tout cas jusqu'à présent. Donc moi j'ai présenté des films à Cannes, ils n'ont jamais été pris. Et je fais pas partie de cette clique-là, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont la carte. Et je suis pas non plus le film qui fait... le film commercial, vraiment populaire. Non, mais vous faites des millions d'entrées. Et vous faites des millions d'entrées en étant jamais cynique, mais vraiment, je trouve que vous êtes vraiment un metteur en scène absolument sincère et cohérent. Et donc, il y a un rapport, le public vous aime et vous suit. Là, on parlait de peut-être... Les gens ont essayé de me dire que c'était un échec. C'était par rapport au prix du film, où c'était un film cher, et où il y a eu 800 000 entrées. Et moi, je disais aux critiques qui essayaient de me descendre avec cette histoire d'échec, je leur ai dit, je souhaite à tout le monde de faire un échec de 800 000 entrées. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas un échec. Après, c'est un film qui a eu du mal à exister, parce que les gens... c'était un film... qui jouait à la fois sur du réalisme et à la fois sur un côté BD ou surréaliste, et les gens savaient pas trop dans quel sens prendre le truc, et ça je le comprends. C'est un film vraiment entre deux genres, en tout cas, entre réaliste et pas réaliste. Si c'était un ami, ou mon fils, tiens ouais, si c'était mon fils. Oui. Et ben voilà, je suis comme toi, c'est mon fils, je le connais pas, j'ai envie de le connaître. Et lui là, tu vois là-bas, lui là, et ben c'est mon arrière-petit-fils. Et il a pas été invité. Et il y a du vin, et il y a du sable partout là. Il y a plein de sable dans tes chiottes. Et crois-moi, c'est pas fini qu'il y en ait du sable. Il part dans tes chiottes. Et c'est pas grave. Vous revenez à un petit film, en fait. Vous revenez presque à quelque chose comme vous faisiez à l'époque. Mm-hmm. C'est presque un retour aux sources. L'Auberge espagnole, c'est un film choral, avec l'idée de l'Europe. Comment ça vous vient? Là, c'était vraiment lié au fait que moi, j'ai fait 2 ans d'études à New York, et que depuis cette école à New York, quand j'avais entre 23 et 25 ans, j'avais envie de parler d'un étudiant expatrié. Donc au départ, je pensais faire sur un étudiant qui fait une école de cinéma à New York. Et puis, en fait, j'ai été voir ma sœur à Barcelone, et je suis passé une semaine dans son appartement où il y avait que des gens qui parlaient des langues différentes. Et je me suis dit, c'était tellement drôle d'assister à ça. Je me suis dit, ça, c'est un sujet de film. Et puis, j'ai écrit le scénario en 3 semaines, je crois. Et on a tourné 1 mois après, quoi. Okay, now I have some questions, Xavier. What are you studying? Economy. Ah, economy. Oh. And what do you expect your life to be in about 5 years? That's a ridiculous question. You can't ask Well, me we that. have to know. I don't Listen, know what I'm going to be doing in 5 years. This is a very normal question. Yeah? See? I have a list of questions, and anybody don't like my question or want to ask another question, then go on. Seriously, we have to It know doesn't make him or sense. not? What does it matter?
C'est pas toujours comme ça. Très sympa. La grande force du film, selon moi, c'est le casting. C'est-à-dire que là, vous mettez dans le mille partout, quoi. Alors, c'est parce que je suis parti à l'envers. Je me suis dit, je peux pas écrire un personnage d'Italien, sinon je vais écrire un bellâtre qui est dragueur. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça. Donc, j'ai été à Rome, j'ai vu des Italiens, des Italiennes. Je savais même pas si j'allais choisir une fille ou un garçon. Donc, j'étais dans plein de villes, évidemment, à Barcelone. Et à chaque fois, je choisissais des acteurs et sans savoir, si c'était une fille ou un garçon que j'allais ramasser. Et donc, du coup, j'ai le personnage de la fille espagnole ou le personnage Kelly Reilly ou Kevin Bishop. C'était des acteurs que j'aimais bien. Et puis, j'ai construit leur personnage d'anglais, pour les deux anglais, en partant de l'acteur. Et donc, du coup, je dis que j'ai écrit en 3 semaines le scénario, qui était en fait une proposition pour faire la préparation du film. J'ai fait le casting à la suite de ces 3 semaines et je n'arrêtais pas de réécrire le scénario ensuite dans le mois qui a suivi. Germans are always like everything is in order, you know, all the time. Adolf Hitler started that sort of thing in Germany with the buses and the trains and things like that. You know, the trains must run on time, you know. In England, everything's late and trains are late, buses are late. Listen, I really have to learn and I want you to get out. You want me to get out of your room? Out of here? Je sais que je rencontre Kevin Bishop qui me dit je suis très bavard dans la vie, en général je saoule les gens très vite. Le lendemain, je lui écris une scène où il fait chier tout le monde parce qu'il est bavard. Et donc du coup, il fait cette scène, ça me fait ultra rire, et puis voilà, je le prends dans le film et puis il va jouer ça dans le film. He said, corrida, vamos a la playa, or something like that, and I didn't understand it. And so I said to him, just trying to be funny and have a chat, I said, ole, muchacho, caramba, and actually he didn't understand, he didn't take it very well. In fact, he took it really bad. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a relativement peu de scènes improvisées dans le film. C'est-à-dire que moi, j'improvise le scénario, j'improvise le film, mais les acteurs, ils improvisent très peu. Il y a une scène entre Kevin Bishop et Kelly Reilly. C'est la scène où elle l'engueule en lui disant « tu peux pas parler » quand elle parle à l'allemand. Et donc ça, c'est improvisé, mais je crois que c'est la seule dans le film qui est improvisée, sinon c'est complètement écrit. It was a joke, I wasn't even... But it's not funny! He's made it sound worse than it is. It's not that bad. I don't care. All right, you're just gonna pack your bags and you're gonna go. What? Yes, William, surprise, you've got to grow up and you've got to learn, all right? You cannot behave like this. Mais par contre, la scène d'Audrey Tautou dans la colocation, c'est écrit la veille. Elle me dit à minuit, j'ai pas de texte pour demain, et du coup, je me dis, oh là, donc je lui écris un texte la nuit, et on se réveille à 6h du matin. Et... Mais Audrey Tautou, vous l'aviez casté avant. Duris, j'imagine qu'il était central. Par exemple, Cécile de France, comment vous la trouvez? À l'époque, elle a fait qu'un seul film. Je crois qu'elle a travaillé avec Richard Berry, son premier long métrage. Oui, non, elle avait fait Aja, Haute Tension. Elle avait fait Haute Tension, le film d'horreur d'Alexandre Aja. Et du coup, voilà, c'était une jeune actrice. Et l'Auberge espagnole, c'était vraiment une excuse pour travailler avec des gens qui démarraient. Audrey Tautou l'avait pas fait Amélie Poulain. Il y avait que des gens qui n'étaient pas connus, quoi. Ils ont quand même réussi à te refourguer la chambre la plus pourrie. Non, elle est pas pourrie. Puis de toute façon, je vais pas rester là longtemps, on va changer dans 2 mois. Et t'as décidé d'être relou, là, c'est ça? Mais non, mais tu m'avais décrit ça comme la maison du bonheur, mais là, franchement... Qu'est-ce qui vous amène à faire des films de genre? À un moment donné... Certainement, c'est la cinéphilie, parce que ni pour ni contre, c'est parce que j'adore les films noirs américains des années 30, 40, 50. J'adore Melville. Et donc, je me dis, il n'y a pas eu ça en France depuis longtemps, et j'aimerais bien revisiter le film de gangster, quoi. Et d'être du côté des gangsters, parce que par contre, il y avait beaucoup de films policiers où on est du côté des flics, et où là, je voulais être du côté des gens qui font le braquage. Pourquoi il faut le filmer, ce braquage? Te pose pas de questions. On m'a demandé de livrer une cassette qualité pro. Quand je te dis film, tu filmes. Même si c'est un film qui est réaliste, c'est un film qui est plus stylisé que les autres films que j'ai fait auparavant. Et donc, du coup, l'idée, c'est de fabriquer des images et de faire du cinéma. Et donc, ça, c'était aussi... ça faisait du bien pour moi. Mais il y a une vraie stylisation dans vos films, qui vous est très, très personnelle. Ne fût-ce que la cohérence de vos génériques. Je parlais de brocherie. Ouais, non, c'est vrai que c'est le seul avec qui j'ai fait tous mes films. Il a fait tous mes génériques. Mais il y a vraiment presque un côté Almodovar. C'est-à-dire que Almodovar a toujours soigné très, très fortement ses génériques début. Vous aussi. Il y a vraiment quelque chose qui est très, très... Il y a votre marque, qui est vraiment précise. Si
Si je dois faire un parallèle entre votre dernier film, 2 mois, avec ces 2 jeunes trentenaires, et par exemple un film comme Le Péril jeune, qu'est-ce qui a changé entre ces gamins, toute cette génération, entre 75, 75 et aujourd'hui? Entre Le Péril jeune et L'Auberge espagnole, il y a l'idée que dans Le Péril jeune, c'est une époque collective, c'est une époque de communauté. On partait dans le Larzac, vivre en communauté. Dans les années 2000, il y a l'histoire de la colocation. Déjà, c'est plus comme la communauté. Il y a le problème de qu'est-ce qu'on met dans le frigidaire. Dans une communauté, on met tout en commun. Dans une colocation, il y a mon compartiment dans le frigidaire. Et donc, c'est pas la même façon d'être collectif. Dans 2 mois, ce qui change, c'est beaucoup Internet et les réseaux sociaux. Du coup, la drague, ça se passe dans un magasin, dans un café, ça se passe en direct. Et la grande différence, c'est ça. C'est-à-dire que 2 mois, ça parle de notre monde où la virtualité est toujours avant le contact. Et donc ça, c'est vrai quand on commande une pizza, mais c'est vrai aussi sur Tinder quand on commande une fille ou un garçon. Les problèmes sont toujours les mêmes, la recherche de la personne qu'on aime, la recherche de l'amitié, tout ça. Mais les outils d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Comment vous voyez votre parcours sur les 20-25 prochaines années? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je sais que vous avez fait énormément de séries là avec 10%. Je sais que vous avez réalisé beaucoup d'épisodes de ça. Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que vous continuez votre chemin? C'est les deux. Je sais que j'aimerais bien refaire une série et je sais que j'ai 2 projets de long métrage et j'hésite entre les 2. Et quand on voit Le Péril jeune, Un air de famille, Ni pour ni contre, Ma part du gâteau, je me dis ouais, c'est quand même des univers assez différents d'un film à l'autre. Et j'aimerais bien garder ce côté dépareillé, enfin de mon point de vue, le fait d'essayer des choses. Et donc pour répondre à votre question, je sais pas où je vais. Comme vous avez toujours fait en fait, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien l'expression maritime des navigateurs qui disent « je navigue à vue ». J'aime bien ça parce qu'ils ont un cap, mais ils naviguent à vue. C'est-à-dire que si d'un coup le vent se lève, on va dans l'autre sens. Très bien, je vous remercie beaucoup. Monsieur Clapiche, c'était un plaisir, vraiment un grand plaisir. Merci. Les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Les salles de cinéma rouvrent leurs portes et c'est du grand bonheur. Parmi les premiers films à découvrir sur grand écran, La Bonne Épouse de Martin Provost parle d'émancipation et d'un vieux monde qui se fissure pour le meilleur. Yolande Moreau y retrouve son réalisateur de Séraphine, film qui lui a valu un César de la meilleure actrice dans un premier rôle. On va en Alsace. Ça vous ennuierait de m'expliquer ce qu'on vient de faire? Je suis née. Vous savez ce que c'est? Née. Oui, je sais ce que c'est, oui. Vous m'aidez pas à monter mes valises? Fumez pas, portez mes affaires. Non mais juste dire merci et bonne soirée. Pourquoi vous avez raconté à Arsène que vous vouliez que ce soit absolument moi qui vous conduise? Et vous, pourquoi vous êtes revenu? Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai une petite fille de 10 ans et que si je veux la garde partagée, j'ai besoin de ce travail. Pour les parfums, le réalisateur Grégory Magne retrouve le comédien Grégory Montel, qu'il avait révélé dans L'air de rien. Face à lui, Emmanuel Devos, en célébrité du monde du parfum, mais aussi diva égoïste au tempérament bien trempé. Mais surtout, allez voir Le Miroir, chef-d'œuvre d'Andrei Tarkovsky, qui ressort en version restaurée. 4e film du grand cinéaste russe, Le Miroir est une œuvre complètement autobiographique. Ici, Tarkovsky sonde le souvenir, les siens, et nous offre une profonde expérience de cinéma. Cet été aussi, Bruxelles fera quand même son cinéma. Comme chaque année depuis 20 ans, des projections gratuites en plein air auront lieu dans des lieux parfois méconnus des différentes communes. Attention, Covid-19 oblige. Les séances seront accessibles uniquement sur réservation par mail ou téléphone via la commune concernée. Toutes les infos sur bruxellesfaitsoncinéma.be.